Bonjour à tous et bon début de semaine dans le ZCL News avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir dans un instant Marianne Itaïl, bonjour. Bonjour. Avec Jean-Henri, bonjour. Référent à insertion à l'Sud. Et on va parler de l'antenne locale d'insertion puisqu'il y a une manifestation qui se fait le 28. Ensuite, nous allons recevoir la présidente de l'association Rastafari Way, Assa Chaya, elle s'appelle. Elle sera accompagnée du docteur Imafunde Johnson. Plus tard, Sabrina Solvi, secrétaire adjointe du syndicat professionnel des taxis, sera aussi avec nous. Voilà pour les invités. Et pour le journal, c'est Imanios, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous reviendrons sur l'incendie qui a ravagé plusieurs maisons sur la rue Raspail. On parlera aussi des Guadeloupéens qui sont au Salon de l'Agriculture, donc ce salon qui a ouvert ce samedi 24 février, qui va durer jusqu'au 3 mars. On parlera de la distribution de composteurs à Goyave, donc en lien avec la CNBT, qui permet de traiter les déchets à la source. On reviendra sur la première édition du Rome Food Festival qui a encore lieu jusqu'à aujourd'hui au Gosier. Et il s'agira de la deuxième édition des Mémoires paysannes de Guadeloupe. Donc voilà pour l'actualité du jour. Commençons donc par ce premier sujet, donc les incendies qui ont ravagé plusieurs habitations à l'entrée de la rue Raspail. Donc 7 habitations et 3 autres ont été impactées par la fumée. On voit un reportage en live de Harold Luce qui s'est rendu sur place directement lors de l'incendie. Oui, il a fait pris de l'autre côté à la rue là et propagé avec vent là et puis local là, tout local d'où là où nous travaillons, nous rapportons manœuvre. Puis toute partie, là nous rentrons pas derrière, toute partie doit être là pris. Donc là, qui était Nicogé, là, nous, là, et bio, là, tu as fait réunion, et tout ça, c'est ça qui brûlait. Et tu as propagé derrière là, et voilà, donc ces populations interviennent. Donc voilà, nous pète pour 40 l'année à 50 là, nous pète un bel grand local que nous n'y là, et pas nous oublier que c'est un patrimoine dans le pays Guadeloupe qui était là parce que c'est quoi qui est là pour l'intendance. Hein. Donc, il était travaillé, il a dormi là, travaillé, il a resté là, famille, il a resté là, d'avoir que c'est gens qui travaillent l'usine d'Arboussé. Donc voilà, c'est ça que a dit hein, par rapport à bon matin là. Donc ça a un choquant pour nous. Il y a tout des pans à monde par devant là, Kazaï. Puis, hein, nous avons un grand métamagnon qui est là, Kazaï juste à côté, et puis aussi, hein, donc voilà. Monsieur Mérion, voilà. Nous avons quand même la chance de n'avoir pas eu de victimes, de n'avoir pas eu de personnes qui soient ou blessées ou brûlées dans cette affaire-là. On est quand même, de ce point de vue-là, épargnés. Mais les maisons sont atteintes. Le quartier est atterré. Le local de 50-50 qui assurait une animation culturelle est aujourd'hui complètement dévasté. C'est une catastrophe. Une catastrophe pour le quartier. Et cette partie du quartier qui avait une âme, qui était un lieu où les gens venaient, échangeaient, etc., eh bien, c'est cette âme qui s'en va en fumée aujourd'hui. Nous aussi sauver des toits inscrits parce qu'il y a deux bâtis là qui a été là, bâtis là pas poignant. Hein, donc voilà. Voilà. Est-ce que... Vas-y. Oui, on va continuer sur le salon de l'agriculture. L'interview du monsieur Salin, donc, qui est président de la Chambre d'agriculture. Ce salon qui a ouvert ce samedi 24 février. Le pavillon Guadeloupe comprend de nombreux exposants qui parlent de notre culture et notamment de l'agro-transformation qui ont été sélectionnés par la Chambre d'agriculture. On voit un reportage de Maurice Cessé. Nous sommes, comme à l'accoutumée, au rendez-vous de Versailles, hein, la plus grande ferme d'Europe. Donc nous ne devons pas ne pas être présents. C'est une obligation pour toujours montrer que nous sommes toujours là, au travail. Nous progressons chaque année. Nous sommes au goût du jour, en fait. Hein. Il est important pour nous, chaque année, pour les professionnels, de montrer leur savoir-faire, leur savoir, leur capacité je dirais de pouvoir s'acclimater aux nouvelles exigences des consommateurs. Et ça, je crois que la Guadeloupe est au rendez-vous
toujours prête à se sacrifier sur les engagements. Vous savez, nous sommes dans une dynamique de produire proprement, avec le moins de pesticides possible. Et ça, nous avons marqué ce tournant depuis 2010-2013, quand nous avons pris les rênes de la Chambre d'agriculture. Nous avons pu impulser cette dynamique. Et aujourd'hui, nous sommes dans une continuité avec les Roms traditionnels, oui, les exposants traditionnels, mais en même temps avec une nouvelle génération. Nous avons des start-up, des jeunes agriculteurs, des jeunes producteurs, des jeunes visionnaires, je dirais. Nous avons aussi des jeunes agro-transformateurs. Maintenant, on présente nos différentes productions sur beaucoup plus d'aspects, je dirais, attirants, pour permettre à la jeune génération de consommer, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec nos productions, avec nos produits. Eh bien, je crois que la jeunesse est au rendez-vous. Voilà, 300 mètres carrés. Hein. Il faut dire que le stand de la Guadeloupe au salon, je ne sais pas si Macron est passé par là parce qu'il était à Dombelbeb avant hier. Bon, alors, on va parler de l'antenne locale de l'insertion. Pour ça, on a deux invités, Marie-Anita Hill, qui est la responsable de l'antenne de Sud-Bastère, et M. Jean-Henri, qui est le référent. Alors, première chose toute simple, hein, c'est quoi cette antenne? Alors, c'est l'antenne locale d'insertion du Sud-Bastère. Donc, on a 5 antennes sur toute la Guadeloupe. La nôtre, c'est celle du Sud-Bastère. On couvre le territoire de Cap-Esther jusqu'à Bouillante en passant par les Saintes. Oui. Donc, on accueille tous les bénéficiaires du RSA qui sont orientés département pour leur mise en parcours et aussi pour l'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Donc, on les accompagne à aller sur des formations dans le cadre de leur reprise d'activité ou s'ils ont besoin d'un accompagnement pour mieux définir leur projet. L'autre jour, on a reçu ici Mme Romuald, avec un responsable de la Chambre des métiers. D'accord. Et donc, je crois qu'il y a un projet qui est en cours. Oui, il y a un projet de partenariat qui est en cours. Oui. Alors, on va parler aussi de ce qui va se passer le 28. Je me trouve M. Jean-Henri. Le 28, à Cap-Esther, il y a un forum. Alors, pourquoi ce forum et comment ça va s'organiser? Alors, c'est un forum à l'initiative de la mairie de Cap-Esther, Cap-Esther-Bello, qui réalise assez souvent des manifestations de ce type qui consistent à mettre en contact les allocataires bénéficiaires du RSA et donc le public du RSA et les forces vives, soit les entreprises, soit le monde de l'emploi, soit le pôle emploi devenu France Emploi. Donc voilà un petit peu la mission globale de ces rencontres. Oui. Mais alors, j'imagine que ce forum, il est ouvert uniquement aux gens du Sud ou bien à tous les Guadeloupéens qui sont membres allocataires du RSA? Alors, je pense qu'il est ouvert à toute personne qui cherche en tout cas, à se réinsérer. Cependant, nous, sur notre stand du conseil départemental, on pourra en tout cas accompagner que les allocataires du RSA. Oui. Et ça s'ouvre à quelle heure? Comment ça s'organise? Aussi par stand? Alors, il y a des ateliers? Comment ça? Le forum est ouvert dès 9h jusqu'à 17h. Où exactement? Pardon? Où exactement? Sur la place, excusez-moi, la place de la mairie. La place de la mairie. Voilà. Entre la mairie et l'église. Entre la mairie et l'église, je vois. Oui. Donc toute la journée, c'est une journée en continu où il y aura justement tous les partenaires possibles invités par la mairie et aussi du coup, le conseil départemental. Donc on invite tous nos bénéficiaires à venir les rencontrer, ceux qu'on connaît déjà et ceux qu'on ne connaît pas encore, puisqu'il faut savoir que le Sud-Bastère compte 10 000 allocataires du RSA. Donc on sera là, on sera présent pour les accompagner, les recevoir. Vous êtes prêt à accueillir 10 000 personnes? On est prêt à accueillir 10 000 personnes. Ils feront la queue, on va patienter dans la bonne humeur, on fera en sorte. Mais en temps normal, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de bénéficiaires du RSA. Il y en a qui travaillent et qui ont un résiduel, il y en a qui cherchent du travail et il y en a aussi qui sont déjà en train de préparer leur retraite. Donc, on est pratiquement sûr qu'on n'en aura pas 10 000, mais tous ceux en tout cas qui cherchent un travail, une formation, qui cherchent à avoir ne serait-ce que des informations, ils peuvent venir nous rencontrer lors de cette journée le 28 février. Il y aura des prestations particulières pour ces gens-là quand ils viendront, ou bien c'est uniquement de l'information je vais parler de quelques mots. Alors, il y a deux types de personnages. Il y a des gens qui sont liés au RSA, mais quelqu'un qui ne lit pas.
qui arrive là? Alors, quelqu'un qui ne l'est pas aura aussi à trouver l'objet de ses recherches. C'est juste que nous, au conseil départemental, on va pouvoir orienter que nos bénéficiaires, mais il y aura aussi d'autres partenaires, il y aura aussi d'autres partenaires pour accueillir toutes les personnes en recherche d'emploi, voire aussi des personnes qui veulent refaire une reconversion professionnelle, qui cherchent juste à avoir une information. Il y aura aussi des ateliers, c'est aussi prévu une espèce de job dating sur la journée, donc les personnes peuvent venir avec leur CV, avec leur lettre de motivation, et en fonction de leur projet, en fonction de leur recherche, trouver des informations, voire trouver autre chose. Vous m'avez dit qu'il y a, pour cette région du Sud-Bastère, environ 10 000 allocataires, c'est ça? Est-ce que c'est un nombre qui augmente ou qui est en réduction? C'est un nombre qui est en réduction. Sur les 2 dernières années, c'est un nombre qui est en réduction. Et puis il y a autre chose, c'est que le RSA est en train de changer en ce moment. C'est-à-dire qu'autrefois, on se permettait de toucher son petit RSA tranquillou, et on ne faisait rien d'autre. Maintenant, je crois que la règle, le gouvernement a un petit peu resserré les boulons, si je peux parler comme ça. Mais la Guadeloupe n'a pas attendu que le gouvernement resserre les boulons. C'est-à-dire que la Guadeloupe, dans tous les cas, convoque ses bénéficiaires du RSA. Ceux qui rentrent à peine dans le dispositif, on les appelle les primos. Et ceux qui sont déjà installés, on les convoque régulièrement. On leur rappelle leurs droits, leur devoir, qui est de s'insérer professionnellement, ou au moins de chercher quelque chose qui convient en tout cas à leur projet. Et pour les personnes qui ne rentrent pas dans le dispositif, qui ont des pathologies, on leur donne aussi l'information, qui peuvent aller sur d'autres dispositifs. Donc le conseil départemental de la Guadeloupe n'a pas attendu ça. Ils ont vraiment impulsé cette démarche d'aller vers les bénéficiaires, en tout cas ceux qui étaient vraiment installés dans le système, d'aller vers eux, de leur donner l'information, de les réveiller. On a pas mal d'ateliers parcours insertion pour les personnes qui sont démobilisées sur les questions de l'emploi, pour les remobiliser petit à petit, pour les ramener vers une activité. Donc, je pense qu'on est prêt à rentrer dans la loi puisqu'on l'applique déjà. D'accord. Ça veut dire, monsieur Harry, un bénéficiaire aujourd'hui qui ne suit pas les nouvelles directives, à la limite, il va perdre son petit RSA. Non, il ne le perd pas, j'allais dire, du premier coup. Mais non, j'ai pas dit premier coup. Non, mais justement, je précise pour bien dire que c'est un peu sur une forme un peu anecdotique de boutade que je dis ça. Il ne le perd pas du premier coup parce qu'il y a tout un ensemble il y a un dispositif graduel qui fait qu'effectivement, il y a des raisons aussi multiples qui feront que le bénéficiaire du RSA va être privé partiellement ou définitivement de ses droits. Donc, c'est effectivement répondre aux activités qu'on lui propose, qui sont inscrites dans le CER, le contrat d'engagement réciproque qu'il signe avec nous. Mais avant ça, effectivement, avant qu'il ait des problèmes, il y a beaucoup d'informations qui lui sont livrées, lui sont distribuées. Donc, 2 choses par rapport effectivement à la rencontre du 28 février. Oui. Non seulement il y a un volet d'information institutionnelle qu'il va recevoir, mais il y a des échanges informels que les gens créent entre eux, donc les gens rencontrent. Madame, il a parlé de job dating, c'est une formule qui permet de mettre en présence les employeurs et les bénéficiaires du RSA. Oui. Et là-dessus, donc, la deuxième réaction que je voulais avoir, c'est concernant cette fameuse question de l'emploi. C'est-à-dire que les modifications que prévoit le gouvernement, ça porte sur une situation où l'emploi, tout de même, j'allais dire, existe. Donc, la crainte, c'est que les nouvelles dispositions puissent un peu entacher un peu l'emploi direct des personnes par rapport au fait que les bénéficiaires du RSA seraient obligés de fournir en échange du RSA un certain nombre d'heures. Enfin, en gros, c'est un peu ça l'esprit de la loi. Mais ici, on a affaire à une autre situation de l'emploi. Ce qui fait que les personnes que nous recevons sont à la fois des demandeurs d'emploi, mais pas que, puisque justement, c'est le Pôle emploi France Travail qui est chargé des personnes orientées vers l'emploi, des personnes immédiatement employables. Donc, reste maintenant à partager cet emploi. Mais nous mettons les personnes dans les conditions de sortir du cycle infernal de la location et d'ouvrir sur soit un emploi, soit une création d'activité. Et ce volet-là aussi est très important. Et je peux vous poser à tous les deux la même question. Et vous sentez quand même que les bénéficiaires du RSA sont motivés pour essayer de sortir du RSA, je veux dire, et trouver un emploi réellement, ou bien... Parce que quelquefois, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui semblaient se contenter de ça et de faire des petits jobs à côté. Alors,
Il faut savoir que sur les derniers forums ou les dernières manifestations qu'on a faites, on a de tout. Mais majoritairement, ce sont des personnes qui veulent s'en sortir, qui veulent créer leur petite affaire, qui veulent trouver un emploi. Après, comme M. Jean disait, la situation de la Guadeloupe est assez particulière. Oui. On peut rencontrer 10 secrétaires médicaux sur un forum et on n'a rien à leur proposer. Oui. Comme aussi, on peut rencontrer des personnes qui nous disent « mais j'ai jamais travaillé ». Et derrière le bénéficiaire du RSA qui est installé dans le système, il y a parfois une histoire, il y a parfois de l'électronisme, de l'illettrisme. Donc, il faut aller plus loin plutôt que de dire que les personnes ne veulent pas bouger. C'est le travail que font les référents à l'antenne. C'est vraiment d'aller chercher. Qu'est-ce qui a freiné? Parfois, les personnes ont eu un parcours scolaire assez catastrophique, voire désastreux, ont eu des rapports à leurs premières expériences professionnelles qui a été négatives et qui font que ces personnes-là, ont un peu baissé les bras. C'est le travail qu'on fait à l'antenne. On essaie de les redynamiser, on essaie aussi de trouver, de les orienter. Donc, le parcours se crée. C'est presque un travail psychologique que vous faites là. On fait du socio-professionnel à l'antenne. Oui. Donc voilà, donc justement... Pour motiver les gens, justement. Donc on n'accueille pas les 10 000, on a un volume qui est consacré pour le conseil départemental. L'autre pour France Travail aussi, on a d'autres référents uniques qui sont le CCAS, la CAF et d'autres partenaires. Mais pour ceux qui sont vraiment pour le conseil départemental, c'est ceux qui ont des freins socio-professionnels. Donc dans le socio-professionnel, on englobe pas mal de difficultés. Et quels sont les secteurs qui sont les plus demandeurs? Parce qu'on parle de beaucoup de secteurs en tension, surtout chez les artisans. Est-ce que dans ce secteur-là, puisque on va parler de ça, il y a eu le salon du BTP récemment, est-ce que dans ce secteur-là, on sent que la tension baisse ou elle augmente? J'allais justement dire le secteur du BTP. C'est vraiment le secteur où on peut recevoir des employeurs qui nous envoient des fiches qui nous demandent est-ce qu'on a du personnel. Et c'est vrai que maintenant, trouver des caroleurs, c'est compliqué. Ah oui, ça, trouver des étancheurs, c'est compliqué. Oui. Vraiment, c'est le secteur des électriciens. En fait, vraiment le secteur du BTP. Des plombiers aussi, je crois. Oui. Dans sa globalité. Oui. Mais est-ce qu'on sent que dans ces secteurs-là, justement, les bénéficiaires s'orientent de plus en plus vers ce secteur-là, ou bien est-ce qu'ils ont tendance à chercher autre chose, des métiers beaucoup plus, entre guillemets, plus faciles? Après, on ne travaille pas pour faire la personne rentrer. Oui. C'est vrai qu'il y a des offres, mais on ne va pas rencontrer, par exemple, M. X et lui dire, là, il y a du travail, il faut que tu ailles dedans. Oui. Puisque sinon, c'est contraindre la personne. Oui. Les personnes qu'on reçoit, dont c'est le projet, on accompagne. D'accord. Mais quand il y a un projet, on accompagne. Oui. Mais la personne qui va venir nous voir en disant, je ne sais pas, je veux devenir web designer, oui. on ne va pas lui dire, il n'y a pas d'offre, va faire caroleur. Ça n'a pas de sens. Oui, bien sûr. Cependant, à chaque réunion d'information, on explique quand même que tel ou tel secteur est plus porteur. On essaie d'éveiller ça chez les personnes, mais si ça ne prend pas, on ne force pas, on ne contraint pas les personnes à prendre tel emploi. Et sur la démarche aussi de la personne qui vient vers nous avec son projet, il faut savoir qu'il y a une niche principale, c'est l'accompagnement de la personne, l'aide à la personne, notamment personnes âgées, puisqu'on parle beaucoup de problèmes de démographie. Donc beaucoup de personnes s'orientent directement ou se réorientent vers des carrières un petit peu d'auxiliaire de vie, d'accompagnement de la personne, etc. Donc c'est assez porteur aussi également. Oui. Et puis un petit peu sur l'agriculture, ce serait plutôt de la transformation. La question sur l'agriculture, est-ce que c'est un secteur qui intéresse? Alors, c'est un secteur qui intéresse beaucoup moins, contrairement à nos aînés qui allaient vraiment sur ces métiers-là. Oui. De nos jours, on a très peu de bénéficiaires du RSA qui peuvent nous dire « mais je veux monter mon exploitation agricole ». Donc là aussi, on essaie de susciter. Pour les personnes qui sont un peu... qui ont un peu cet attrait à être vers des métiers de paysagistes, on peut leur montrer en fait qu'il y a moyen d'évoluer autrement, qu'il y a moyen de travailler. Et puis, les conditions dans le secteur agricole, ce n'est pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Les personnes ne travaillent pas de 4 h du matin à 18 h sous le soleil. Donc, on essaie aussi... J'ai entendu hier un agriculteur dire qu'il travaille 100 heures par semaine. Ah oui, quand même. Après, c'est peut-être la motivation qu'il a derrière. Si c'est sa propre affaire. Il faut être motivé pour faire ce genre d'emploi aussi. Oui, c'est peut-être un signe aussi qu'il n'y a pas suffisamment de relève aussi. C'est-à-dire que la personne peut s'engager elle-même sur ce volume horaire de travail, puisque peut-être les passerelles ne sont pas suffisamment organisées pour, d'une part, les passations d'entreprises. On a fait une manifestation dans cette voie-là il n'y a pas longtemps. Et puis, le système d'apprentissage ou des choses comme ça, il faut effectivement.
C'est vrai que l'agriculture n'est peut-être pas attrayante, Oui. mais effectivement, l'agro-transformation, des choses comme ça, dans le domaine de la création d'activités, les entreprises unipersonnelles, les gens s'y orientent un petit peu. Et puis il y a une autre situation aujourd'hui, c'est l'arrivée du numérique quand même. Ça change un petit peu la donne. Alors comment le RSA qui... Je n'ose pas penser qu'il ne sait rien du numérique, parce que tout le monde utilise un portable. Mais le numérique, c'est pas que le portable. Du tout. Du tout. Après, le numérique, on va dire, on l'apprivoise avec les personnes. On a, chez une population jeune, pas de soucis réels. Après, chez une population, on va dire, un peu plus vieillissante. On a parfois des personnes, mais ne serait-ce que pour faire la déclaration trimestrielle. Donc, on a des relais. On travaille beaucoup avec France Service, où les personnes peuvent aller faire leur déclaration. On a aussi des petites associations qui proposent de faire des ateliers pour apprendre à utiliser l'outil. Donc, là aussi, et pour des personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent être plus à l'aise, faire une déclaration, faire un courrier, on a aussi des ateliers parcours insertion, où les personnes, enfin c'est sur 3 mois, en temps normal c'est 2 à 3 matinées par semaine. On en a justement un qui va commencer sur Cap-Esther dans pas très longtemps, où ces personnes-là, ça peuvent aller dans un tiers-lieu, apprendre à utiliser, à apprivoiser l'outil numérique pour être plus à l'aise. Et là, c'est des petits groupes de 12 où les personnes apprennent petit à petit en fonction de là où ils sont partis. Parfois, c'est des personnes qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie, ou on se dit le téléphone, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas utiliser un téléphone. Décrocher, raccrocher, c'est facile, mais aller sur amélie.fr, aller sur le site de la CAF, sur les impôts, récupérer une attestation, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, on répond à cette problématique comme on peut. Donc, j'essaie de remplir. Alors, je voulais poser une avant-dernière question. On a parlé des métiers de l'agriculture, des métiers du BTP, les métiers de bouche. J'ai pas compris. Les métiers de bouche, est-ce que, restauration, etc., est-ce que ça attire aussi les allocataires? Alors, ce sont des métiers qui attirent les allocataires. Ce qui est un peu moins attractif, c'est les horaires. Oui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes dans le RSA. Le RSA, en Guadeloupe, concerne majoritairement des femmes. Donc, les femmes avec enfants qui veulent être serveuses, qui veulent être chef, sous-chef, c'est toujours compliqué. Voilà, ou cuisinière. C'est toujours compliqué au vu des horaires. Mais on a aussi pas mal d'aides, enfin, de dispositifs pour aider ces personnes-là, ça, pour la garde d'enfants, pour vraiment soutenir le projet de la personne pour aller vers ces métiers-là. Donc, on encourage. La dernière chose, oui. Et puis non, je voulais dire que sur la création d'activités notamment, les personnes porteuses de projets, très souvent on les retrouve dans le domaine de l'offre de restauration, tout au moins rapide ou volante, enfin restauration sur la route. Donc c'est vrai que ce domaine-là attire, puisque c'est une façon effectivement de concrétiser assez rapidement un projet par rapport à la demande qui demeure quand même relativement élevée sur l'alimentation spontanée, des plats emportés, des choses comme ça. Il y a pas mal de personnes porteuses de ce genre de projet. C'est la dernière question. Dans certaines régions, je crois que au niveau de la mobilité, il commence à avoir des choses qui se font vers le moule. Mais est-ce que dans le sud, il y a un projet de ce type-là? Bien sûr. Je pose la question. La mobilité concerne toute la Guadeloupe et ses dépendances. Donc, il y a eu plusieurs séminaires, plusieurs, on va dire, interactions entre le conseil départemental, la préfecture, la région, pour justement améliorer la mobilité sur la Guadeloupe. En ce moment, on commence à travailler avec Mobile pour pouvoir vraiment permettre aux personnes de se déplacer, mais vraiment pas qu'aux bénéficiaires du RSA, aux personnes vieillissantes, aux personnes handicapées. Donc, c'est en train de se mettre en place tout doucement. Et on aura plus d'informations au fur et à mesure. Bien, écoutez, merci d'être venu. Alors, je rappelle donc le forum, le 28. Oui, le 28 février à Cap-Esther. À Cap-Esther, à partir de 9h, voilà. Et sur la place de la mairie en face de l'église, pour les gens qui connaissent Cap-Esther. On vous remercie, Jean, madame, d'être venu nous dire tout ça, et puis en espérant que les gens du RSA, si vous avez pris l'émission en cours, vous avez la possibilité de retrouver la totalité sur le Facebook de Canal 10, et là, vous aurez des informations comportées Madame Hill et Monsieur Arguijan. Voilà, il est déjà 12h54, c'est la fin de la première séquence du ZCL. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Voilà, il est 13h, back to the news avec Iman News. Tout de suite, après recevoir nos invités.
Achaya, bonjour. Bonjour. Et le docteur Imafunde Johnson, bonjour. Bonjour. Et il est accompagné de Konsu. On m'avait pas dit ça. Bon, allez, c'est parti. Retour vers l'info. Retour vers l'actualité. On a parlé des incendies de la rue Raspail qui ont eu lieu de la nuit de samedi à dimanche, ainsi que du salon de l'agriculture où le pavillon Guadeloupe s'est développé, et notamment avec de l'innovation concernant l'agrotransformation. Parlons maintenant de la distribution des composteurs à Goyave. Donc, le compostage des déchets ménagers devient une obligation de traiter à la source les déchets. On va voir un reportage justement qui traite de la distribution de ces composteurs, une façon de responsabiliser la population et de préserver l'environnement. L'opération de ce matin consiste à distribuer des composteurs pour le compostage domestique des déchets ménagers, les tonnes de pelouse et tout ça. C'est une opération qui a été mise en place par la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, à l'initiative, à la demande du président Guy Losbar, pour nous permettre de rentrer dans cette démarche politique de traitement à la source des déchets. C'est très important. Parce que ça responsabilise la population, ça nous permet aussi de diminuer la quantité de déchets qui va dans les décharges, et en même temps ça nous permet de préserver notre environnement, puisque ces composteurs, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'avoir du compost pour amender les terres, pour faire de la culture, pour faire du maraîchage. Donc voilà, c'est une démarche globale qui est inclusive et qui nous permet de rentrer dans cette démocratie participative que nous voulons au niveau de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Je suis venue équiper un composteur sans grande conviction parce que tout simplement, j'essaie en tout cas de faire ce qu'il faut pour réduire un petit peu mes déchets au niveau de la vie quotidienne. Le tri des bacs jaunes, je le fais continuellement et je me dis avec les déchets ménagers, peut-être que ce serait intéressant de réduire encore davantage mes déchets. Voilà. Maintenant, on va leur expliquer comment l'utiliser. Il y aura des métiers qui vont être créés par la communauté d'agglomération autour de cette politique pour permettre à des ambassadeurs d'aller chez les gens et leur dire comment utiliser ces composteurs. Ils ne seront pas livrés comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, ça amène des souris, ça amène des rats, ça amène des mille-pattes ». Là encore, c'est pour montrer que lorsqu'on traite des déchets, on les traite proprement. Et donc, si un composteur est bien traité et bien suivi, il n'y aura pas de problème de nuisibles, il n'y aura pas des désagréments pour la population. Et c'est vraiment le message que la communauté d'agglomération et à travers son président Guy Losbar, on veut faire passer. C'est de dire aux gens qu'avec les déchets, on peut faire beaucoup de choses. C'est une vraie richesse. C'est de l'or. Pas dur, c'est de l'or, tout simplement. Je sais qu'il y a des petites bêtes qui sortent dedans. Je ne suis pas très convaincue, je ne suis pas très à l'aise avec, mais je vais quand même essayer. Et puis si ça me cause problème, je sais qu'il y a des personnes que je peux contacter. Voilà. Je pense que oui, c'est une très bonne initiative. Tout le monde devrait s'y mettre. Mais après, lorsqu'on habite, on n'a pas un grand jardin, on n'a pas un appartement, je suis un petit peu sceptique, donc je verrai ce que ça donne par la suite. Ok, bon, bien, on va tout de suite parler un petit peu du mois de l'Afrique. We turn to the African month, and Mr. Dr. Ifatunde Johnson is here. You're African, Pan-African, I suppose. Yes, sir. Oui, alors il est assuré Pan-Africain. Alors, vous pouvez nous dire un peu sur qu'est-ce que c'est le panafricanisme pour les gens qui ne savent pas? Can you tell me? What Pan-Africanism is? Yes. What that Okay. means. Yes, Elder. I would summarize it in 3 points. Okay. Number one, all African people are members of one single human family, and that we should identify as African before we identify as anything else. Ouais, donc il était que tous différents peuples des mélanines nègres nous avons sorti de même souche là, donc il faut nous identifier nos souche là ça et que nous tous savons que c'est l'Afrique. So you're not a Christian who happens to be an African. You're an African who happens to be a Christian. You're not Guadeloupe who happen to be African. You are African who happen to be Guadeloupe. Donc et quand on n'est pas un chrétien qui est un africain, ou soit africain qui est chrétien, même genre là que on pas un guadeloupéen parce que c'est africain, ou sont africain qui est guadeloupéen. Sous ça c'est
origine là, quoi. Nationalité, c'est la relevée, c'est un pays là, comme en fait Dominique, nationalité, mais c'est dominicain. Mais origine, qui côté origine? C'est l'Afrique. Il y a un cas posé une question là quand même. Pour dire ça, que vous savez qu'en Guadeloupe, nous pas office de dire esclave encore. Ah oui. On va dire réduit en esclavage. Oui. Africain réduit en esclavage. We're not saying slave no more in Guadeloupe. We are saying African people reduced in slavery, but we're not slave. Yes. Nous ça pas exister encore. Nous tirions vocabulaire. Et moi, on peut dire qu'après même réduit en esclavage, nous sommes des prisonniers de guerre. We are prisoners of war. Because it's an ancestral war with this. C'est une guerre ancestrale qui remonte jusqu'à l'ancien Égypte. Tu vois, avec Alexandre le Grand, Napoléon et la reste. So it's an ancestral war that goes back all the way to ancient Kemet with people like Alexander the Great. That's why you have places like the Library of Alexander. He colonially renamed it. So, yeah. See, the African Baba is sacred because God made you African. Guadeloupe, there's no Guadeloupe before the Frenchman call it Guadeloupe. There's no United States before the British call it United States. There's no Christian before Jesus 2,000. There's no Muhammad 1,500. African has always been. God made you African. You chose your religion. You chose Guadeloupe. You can leave this tomorrow. You can leave the church tomorrow. You can never stop being African. African is sacred. Donc la base, c'est l'Afrique. Hein? On peut choisir. Ah, vas-y, excuse-moi. Regardez que l'Africain est sacré. Nous sommes Africains avant que nous prenons d'autres butins, quel que soit qui religion, qui pays nous y est, mais on peut décider de sortir de Guadeloupe ou Dominique ou bien en chrétianisme ou musulman, on peut toujours rester africain. C'est comme si c'est comparé à femme et parents. Femme et non, ça peut changer le lendemain, mais parents ont toujours été parents. Ok. Mr. Johnson, where are you from? Philadelphia, Pennsylvania. USA. Philadelphie. Alors, posez une question. On a demandé, est-ce que, on a posé une question aussi, est-ce que le panafricanisme a avancé dans les pays à Caraïbes là? En dehors de Guadeloupe, les autres pays à Caraïbes. Nous savons que Marcus Garvey joue un rôle important. Fondamental. Mais est-ce que Adam... So he's asking you, like, since you travel a lot, like, do you see a progress and evolution in the Pan-Africanism? Great question. What I see is the growth in consciousness, and I see the growth in us reclaiming our African identity. However, that psychological and intellectual and spiritual growth has outdistanced the material growth. In other words, I'm not seeing the infrastructure we should be building. America, Guadeloupe, Jamaica, South America, Africa, black-owned infrastructure. We have not been building as quickly and as strongly as we have been evolving. So the evolution is coming psychologically, but now we need the schools, we need the banks, we need the hospital, black business, distribution. We need infrastructure. The African world is struggling now because we're still dependent on non-African people for our livelihood and our services. Donc, il y a donc les infrastructures comme l'école, l'hôpital, toute forme de business, tu vois, d'entreprendre de façon sérieuse, même les business de vol aussi, bateaux, les ports, nous tesser la plage, là, l'hôtel, tout ça, faut qu'il y ait pas à payer d'autres pays, dès que nous faut nous à ces échelles-là, ça aussi créer des communautés, même de façon internationale, tu vois, parce que avec les réseaux et tout ça, nous à disposition à nous. C'est de nous
à utiliser ça pour créer des infrastructures nécessaires pour n'importe communauté peut vivre de façon fonctionnable. Et tu vois, des nids protection, sécurité, autosuffisance pour que nous pas dépendre des poumons, quoi. Parce qu'il dit aussi, au début, il dit que spirituellement, ça a évolué. Le panafricanisme a grandi spirituellement dans la Caraïbe, mais que les infrastructures n'ont pas suivi. Donc, spirituellement, nous grandit quand même, ça a avancé. Mais par contre, nous pas ni tout ça, il faut nous, tout ça nous besoin pour nous faire ça nous qu'a pensé, en matérialiser ça nous qu'a pensé. Voilà. Et c'est ça, il faut que nous fassions qu'on est là. Et c'est pour ça que nous faut nous unir entre nous pour nous faire ça. What is the link between psychology and panafricanism? Qui vient en âge qui vient entre panafricanisme et psychologie, puisqu'il est docteur en psychologie? Well, two of the greatest black psychologists were both Marcus Garvey Pan-Africanists. Dr. Bobby Rush out of Chicago, who wrote a book called The Psychopathic Racial Personality. Psychopathic racial personality. Dr. Bobby Wright. Psychopathic racial, ça c'est en personnalité raciste psychologique. What's the name of the one that wrote the book? Dr. Bobby Wright. Bobby Wright, et il parlait de Marcus Garvey, qui était parmi les 10 plus grands psychologues. And the other psychologist, Dr. Amos Wilson. Et l'autre là, c'est Dr. Amos Wilson. C'était troisième. Quelle époque? At what time? Dr. Amos Wilson, I believe he passed in the mid-1990s. Vers le moyen 1900. Yes, but a plethora. 1990. C'est deux garvéistes. Il te parle de deux garvéistes, psychologues garvéistes. Yes, yes. And so when you say the link between Garvey and Pan-Africanism, is as Pan-Africanist, the psychological liberation of African people must precede any other liberation. So we don't change spiritually, economically, politically, socially, until we change psychologically. The most honorable Marcus Garvey said, take the kinks out of your mind, don't take the kinks out of your hair. You see, so the liberation of African consciousness must take place before there is a liberation of African people. Et de libération de la conscience africaine, faut prendre place avant qu'il puisse prendre d'autres formes d'émancipation et libération. Parce que dès qu'on peut contrôler ça on va penser, puis contrôler ça on peut faire action aussi. Donc c'est ça qui est la base d'abord pour que nous puissions vraiment créer, rétablir souveraineté à nous de façon totale, quoi. Alors, demandez aussi, puisque nous parlons dans Caraïbes là, mais aux États-Unis, qui genre l'esprit panafricaniste a évolué? Okay. Est-ce qu'il a évolué ou est-ce qu'il a évolué? Asking you, et comme au moins pour l'Amérique, qui j'ai pour en Afrique aussi, donc. Oui, aussi. À profiter de ouais. So he's asking you like the Pan-Africanist movement. What does that look like in America and also in Africa too? Okay. Earlier, when you asked me the principles of Pan-Africanism, I only gave you one. Yeah. I said that all African people are one. The second principle. Et le premier principe que c'est tout nègre panafricaniste, nous c'est un seul, même peuple, nous avons sorti des mêmes souches là. Même côté là. Right. So the second principle, and these are in no order, but the second principle is as Africa goes, the continent of Africa, as she go up or down, so do all Africans in the world. Et quand que deuxième principe à mouvement panafricaniste là, il parle d'un point ordre structuré. C'est que peu importe que même si Afrique monte ou descend,
nous, en tant que petite taille, peu importe là, nous, quel que soit en Amérique, aux Antilles, et en Afrique aussi, l'Europe, nous avons même gens là. Oui. Et ça, c'est vrai parce que, si vous regardez la Chine, le fait que yo déjà plus structuré, les oppressions et tout ça, que peuple nous a subi, les Chinois peuvent subir ça parce que les autres pays ils savent que les Chinois ni ont machine, ont pays, c'est eux qui ont fabriqué. Tout bien, c'est made in China, donc soit ils jouent avec les Chinois, ils ont fermé le robinet là. So I was telling them like it's just like China. China has a better, well-structured country, right? And they are like the fabrication muscle of the world. You know what I mean? So if like the same level of oppression our people face, they will not be able to do the same thing to Chinese without expecting some form of sanction or embargo coming from China. Yes. Mais il faut bien comprendre qu'il a bien expliqué quand même. Il faut bien comprendre. L'Afrique, ça y est arrivé l'Afrique, arrivé Timonaï. Ouais. Donc, si l'Afrique en haut, nous-mêmes, la diaspora, les Antilles, nous en haut. Si l'Afrique, quel que soit. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous ensemble, parce que ça y est fait en Afrique, a joué destiné en nous. Yeah. Voilà. Yeah. Marcus Garvey said, a strong man is strong everywhere. Marcus Garvey dit qu'on est fort tout partout. Alors, justement, semaine passée, last week, Kemi Seba était ici en Guadeloupe. Was here. We've spoken through WhatsApp. Et ils font une conférence pour dire que panafricanisme peut soutenir le mouvement de libération à monde qui est en Guadeloupe. Est-ce que lui a pensé ça aussi? He said that the Pan-Africanist movement is able to support the people in here. Ou veut dire que you're capable de gérer le besoin. C'est ça que la conférence là qu'il a fait au choix là. Est-ce qu'il y a dans ce sens? Pan-Africanism helping the liberation of Guadeloupe. Okay, how can it? From colonialism, French colonialism. On va penser que vous veux dire les panafricanistes. Oui, bien sûr, les panafricanistes. Peuvent venir à apporter soutien à façon. So he was saying like the last time Kemi Seba was here in a conference in Guadeloupe recently, he was saying that all the Pan-Africanists like yourself, and this is your second time coming here, so like I applaud you for that. Like more of you guys need to come to not just to Guadeloupe, but like you do, you go island hopping, you go in different countries on the African continent, bringing that Pan-Africanist movement and strength and support to whatever situation or issues that our people might be facing all around the world. So that's what he was asking. I can't stress enough the need for Pan-Africanism to evolve from conversation to literal construction. It's time to build now. Il peut pas accentuer la nécessité que le mouvement panafricaniste supposé transitionner des paroles, blablabla, à passer à l'action concrète, le pragmatisme. Yes, because here's the risk. Voici le risque. As we travel and raise the consciousness, the people are energized and interested. Peuple sous-monté énergétiquement et yo intéressé à mouvement là. To join us at the table of Pan-Africanism. Pour rejoindre à la table des mouvements panafricanisme. But when they come to the table, mais là ils viennent à la table, if they don't see any work being done, pas qu'avoir pour action, pour travail, pour fabrication qu'a fait là. Et ça nous sauve ça. Nous connaissons le peuple. Ah oui. They will go back to white supremacy and back to sleep.
Si pas n'y pas action, il retourner à casa, il retourner à la colonialisation. Il dormir, il retourner dormir puisqu'il n'y a rien qu'à faire. Alors, dernière question. Il faut dire que les gens qui sont invités ici, qui fait monter l'école panafricaniste, ils ont interdit ça ici. Mais ils savent ça. C'est pour ça d'ailleurs que je tiens à dire que nous avons invité Dr Youmar en association avec l'association Racine et le MIR avec nous, l'association Rastafari aussi. Donc on est ensemble et la fédération aussi, Ethiopian World Federation. On est tous ensemble dans cette invitation-là. Donc il est au courant, mais il ne sait pas encore les suites de l'école panafricaine. Il a besoin de savoir ce qu'il se passe, mais on va y changer. So basically, he was asking if you was aware about Pan-African school. The Pan-African school with the elder forbidden school that the sister talked about. Marie Joseph. Aware of it. Yes. Forbidden. So we was telling him like you already know that, and they are part of the organization or organizers of your second presence here. Et lui aussi a une école qui va ouvrir, une école pour les afrodescendants, les garçons afrodescendants. Où ça? En Virginie, aux USA. Ah, ok. Bon, ben, dites-lui qu'on était très contents, welcome, content, happy to know what you say about Pan-Africanism in Guadeloupe and from Africa and all the country where we niggers, black people live. And we are very, very, very happy to hear. Okay. Alors on n'oublie pas que la conférence quand même a lieu ce soir. On sera à la salle Gérard Loquel à 19h. On vous attend nombreux. Et voilà. Bienvenue. Donc oui, la conférence Gérard Loquel. Room salle Gérard Loquel, that's in Bemao, because I know we have English-speaking people in Guadeloupe as well. So that's at 7 p.m. tonight. Make sure you guys come out. Bring say Baba. Bring everybody. Bring everybody. Bring the elders. Bring the youth. Bring the college students. Bring the criminals. Bring the coons. Bring the Negropeans. Bring the Pan-Africanists. Bring the integrationists. Dr. Umar Ifatunde is here. Ok, hold on. Et je dis aux gens qui nous regardent que pas occupé que ni des traducteurs, ni deux traducteurs pour les gens qui payent quoi comprendre anglais, qui payent comprendre ça qu'elle dit. C'est un échange. Et c'est un échange, les frères et sœurs. On pourra poser des questions, on pourra parler, échanger avec le docteur Youmar après la conférence. C'est pas un monologue. Nous ne pas aller nous échanger, nous pouvons rentrer ensemble. Pas de problème. And if they want to reach me, Baba, your listeners, if they need to talk with me, Dr. Umar Ifatunde at yahoo.com. Okay. DR, no period. D-R-U-M-A-R, Ifatunde at yahoo.com. Dr. Youmar Ifatunde @yahoo.com. Ok, c'est noté. En tout cas, merci d'être venu. Thank you. See you next. Give thanks. On hold on. Voilà, 13h24, deuxième séquence. On prend la pause et on se retrouve tout à l'heure avec notre dernier invité. Merci d'être venu. Et à ce soir. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. Ce soir en français. Cette fois-ci, tout à l'heure, on était en anglais. Mais on parle anglais aussi quand il faut. Eh bien, justement, on va parler du Rome Food Festival. On parle en anglais avec Iman News. Mais avant, je salue nos deux invités, nos deux derniers invités. Madame Sabrina Solvé, bonjour. Bonjour. J'ai dit Sabrina, pas Sabrina, Sabrina. C'est bien ça. Et Franck Luel, bonjour. Bonjour. On va parler des taxis, des problèmes de cette profession en Guadeloupe. On va essayer de savoir un petit peu plus. Pour l'instant, on revient à l'actualité. Oui, le Rome and Food Festival, donc c'est la première édition du salon au Palais des Sports, un salon dédié à la dégustation avec plus de 20 marques de rhum, cocktails et produits d'agrotransformation. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de vous rendre. Et Vianney Valverde s'est rendu sur place. On voit un reportage ensemble. Le festival, pour l'instant, les gens sont super réceptifs. Tout le monde passe un très bon moment. C'est que le début. Ça va se faire sur 3 jours. Et je pense que c'est le début d'une très longue aventure. Comme on l'a dit, il n'y a pas assez, à mon goût, de célébration du rhum en Guadeloupe. Il faut que ça arrive tous les ans et que ça devienne vraiment un moment incontournable. L'intérêt pour moi de parrainer ce festival, c'est d'une, de boire gratuit, de 2, de manger gratuit, et de 3, de présenter un cocktail à base de rhum
que je sors. Alors j'ai fait une petite présentation sur scène. Cannes a eu la générosité de verser plein de jus dans plein de petits gobelets qu'on a fait passer dans le public. Et visiblement, ça plaît beaucoup puisqu'ils se sont précipités sur le stand, m'ont arraché les vêtements et m'ont acheté des bouteilles. Il y a une vingtaine de marques à peu près de rhum, mais vraiment il y a de tout. Il y a du rhum guadeloupéen, du rhum de Martinique, et on peut même goûter des rhums du monde sur plusieurs stands. Donc c'est vraiment sympa que tout le monde soit venu, que beaucoup de monde soit venu. Il aurait pu en avoir plus, mais il y a déjà pas mal pour une première édition, et en espérant que les années suivantes, il y aura encore plus de monde. C'était intervenant justement où j'ai essayé de sublimer au mieux les produits locaux. Donc on a fait un ceviche de petit thon qu'on a agrémenté avec du punch coco Montebello et également un rhum vieux mi-cuit avec un punch brut de fût Montebello. Je trouve que c'est super intéressant de mettre en avant ces produits-là. La démarche, elle est top et j'espère que ça continuera comme ça et qu'il y aura d'autres festivals de ce genre parce qu'on existe aussi, comme je te disais, on est là et on a de quoi faire et je crois qu'on peut encore aller de l'avant et sublimer les produits locaux. Le rhum, c'est pas juste boire le petit punch, le rhum, c'est vraiment, pour moi, ça fait partie de la gastronomie guadeloupéenne. Et c'est en fait, faut qu'on mette ça en avant parce que tu vas dans des grands restaurants en métropole ou dans d'autres pays, on va te dire, ouais, est-ce que vous voulez la carte des cognacs, etc. Donc nous aussi, on peut avoir une belle carte de rhum parce qu'on a énormément de rhum en Guadeloupe, il y a énormément de belles distilleries et il y a un travail qui est fait, quoi. On a du miel, on a des sirops locaux, on a du chocolat, on a beaucoup de Martiniquais qui ont fait le déplacement pour être présents au niveau des exposants. On a la Favorite, la Baie des Trésors, Brodé-Quesnesson. Pour l'instant, les distilleries guadeloupéennes ont été assez timides vis-à-vis de ce projet. Uniquement Montebello a dit on va être présent, on croit à votre projet. Les autres, pour l'instant, ont dit bon, on verra comment se passe la première édition. En tout cas, j'espère, je demande aux distilleries guadeloupéennes de nous suivre l'année prochaine pour que cet événement devienne quelque chose d'international. Bim! Alors, ah là là! Rac, rac! Consommer avec modération. Oui, faut faire attention. Dernier sujet. Dernier sujet, on va parler des mémoires paysannes de Guadeloupe. Donc l'association Terrodynamis lance une série de documentaires, donc Mémoires paysannes de Guadeloupe, consacrés aux plantes et aux savoirs paysans. C'est un projet qui complète différentes initiatives menées sur la réappropriation et le mieux vivre en Guadeloupe. On va voir un reportage de Olivier Mouradet. Mémoires paysannes, au départ, c'est un projet, mais ça veut dire une mission carrément, je dis jour, qui veut dire, il y a le monde qui dit nous, plantons nous et grand monde en nous, qui vivent dans la campagne, qui a planté, ben ces gens ça mérité trouver côté pour parler d'eux. Voyons lumière, c'est tout le travail qu'ils ont fait et toute connaissance qu'ils ont en tête à eux. Un peu comme toutes nos productions classiques, on commence d'abord par un travail d'écriture pour essayer de répondre à un besoin, tout en n'oubliant pas que le but premier de la série est d'éduquer. Le fait qu'on tourne à un film là, c'est pour les générations futures, c'est pour que la Guadeloupe peut connaître richesse unie. Et moi, j'ai un certain âge, mais la nouvelle génération fait connaître que tu bois beaucoup sous, tu es bien, tu as l'eau plante, que fait nous apprendre compte. Et c'est pourquoi on pas dit non, le vrai monsieur Thomas m'a dit moi, est-ce que on voulait tourner dans un film là et parler de Zépi. Jean-là est tourné là, il a les explications, mais il a les clés aussi pour vous-même, vous pouvez apprendre à faire. Si vous êtes intéressé, eh bien, vous savez qui j'en pour planter zépiantes, vous savez qui j'en pour planter beaucoup sous, qui j'en pour soigner, vous savez qui j'en pour servir veille, qui j'en pour faire en Soupa Congo, l'association des cuisinières, vient une belle démonstration dans la vidéo là. Donc c'est ça, mémoire paysanne, c'est tout ça. Donc là, nous ni ces des plantes là ça et c'est là ça qui va continuer l'année prochaine, nous allons choisir des autres encore. Et cette idée formidable de Jean Thomas et avec la réalisation de monsieur Éric Alexis Michaud permet d'éveiller notre curiosité et de nous reconnecter à notre patrimoine tant culinaire que thérapeutique et bien plus encore. Il y a un deuxième lancement public qui a été fait, c'est pour Marie-Galante. Alors nous avons tout le monde Marie-Galante. Rendez-vous. Ça nous fait au souhait là, c'est ça qui a été fait. Monde Marie-Galante, pas les autres,
ça qui est fait à l'OMCS le vendredi 1er mars, rendez-vous à 18h45. C'est un film, une série de films réalisé par Eric Michaud Fink. Bien, alors on va parler des taxis. Pour ça, aujourd'hui, on a deux invités, Sabrina Solvé et Franck Level. On va commencer par la femme, comme toujours. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, quelle est la grosse problématique en ce moment pour les taxis? Bonjour à la population guadeloupéenne et bonjour, merci de nous avoir reçus ce midi. En fait, on rencontre des difficultés avec la sécurité sociale. Une question de facturette. C'est ça le gros problème là que rencontrent les taxis aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? La sécurité sociale ne veut pas rembourser les déplacements, c'est quoi le problème? Non, c'est pas ça. C'est que nous, taxis, nous fonctionnons avec un compteur. Oui. Voilà. On sait, j'embarque madame, monsieur, arrivé au bout, je suis payé. Tandis que là, nous sommes payés avec des bons de transport. Ah, d'accord. Vous voyez, on nous donne. J'emmène un malade chez le médecin, on me remet un bon de transport. Je ne suis pas payé tout de suite. Mais là, la Sécu voudrait qu'au 1er avril, qu'on mette en place la facturette. Qui veut dire qu'à chaque course, je vais devoir enlever cette petite facture où il y a le prix en fait dessus. Alors, il y a une rencontre prévue avec la CGSS sur cet aspect. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors effectivement, en tant que président, j'ai envoyé un mail au directeur qui a tout de suite répondu à notre demande. Oui. Et dès la première semaine du mois de mars, là, on va être reçu. On va être entendu parce que nous avons vraiment des arguments pour que le directeur aille dans notre sens par rapport à cette problématique de facturette qui est très, très, très compliquée à mettre en place. Pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué dans le facturette? Enfin, je pose la question pour qu'on puisse essayer de comprendre, bien comprendre. En fait, quand on est sur le terrain, déjà, on n'est pas payé au prix de la facturette. Ah. Et sur le terrain, c'est compliqué. On aura plus de paperasse. En fait, on fera de l'administratif dans nos voitures. D'accord. Et quand on arrive au bout, en fait, avec un client, on est obligé de faire signer à chaque fois. Voilà. Alors, j'arrive dans Pointe-à-Pitre. Vous savez comment c'est à Pointe-à-Pitre. J'arrive dans Pointe-à-Pitre, je dépose entre deux un patient, mais je dois prendre le temps d'enlever mon ticket et de faire signer aussi le patient. Derrière, il y a les voitures qui attendent. En fait, c'est tout un gros problème. Et puis, on peut avoir aussi un problème de compteur, on peut aussi avoir un problème de véhicule. Il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas mettre en place cette facturette. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous proposez à la place? C'est-à-dire, quelle est l'alternative? Alors, pour compléter ce que ma collègue dit, pour comprendre, c'est que on est lié à la Caisse générale de sécurité sociale, qui est une caisse autonome, par le biais d'une convention. Il y a des conventions nationaux et qui sont déclinées au point de vue local, une convention locale. Bien. Donc, à travers cette convention, on applique ce qu'on appelle le tiers payant. Oui. Donc, ça veut dire qu'on transporte le patient et on a une facture à faire. On a aussi ce qu'on appelle une annexe 4, c'est ce que prévoit la convention nationale, la signature de l'annexe 4, et qu'on envoie à la Sécu, et après, on est payé. Mais aujourd'hui, on nous demande de faire des facturettes. Au cas par cas. Au cas par cas. Mais ça cause... La problématique est la suivante. Lorsque nous avons un transport simultané de personnes, tu prends quelqu'un à Sainte-Anne pour l'emmener à Petit-Bourg, on a un autre qu'on prend au Gosier pour l'emmener à Capesterre, on fait comment? Alors, on nous demande de faire sortir, lorsqu'on arrive chez le premier patient, à faire une sortie, alors qu'il n'est pas encore arrivé à destination. De faire sortir la facturette, de faire signer le premier patient, arriver au deuxième, de faire signer, enfin, des choses qui ne sont pas faisables. Et en plus, qui ne correspondent pas à la législation en vigueur. Donc, on nous demande en gros à faire du n'importe quoi. Méconnaissance des textes totale. On est légiféré par la préfecture. La facturette, tu rentres dans une voiture, tu descends un point, le client te demande sa facturette, ok, il n'y a aucun problème pour un transport, une personne. Mais du moment qu'on rentre dans les transports simultanés, c'est impossible à mettre en place. En plus, on est lié par une convention, mais
le compteur est censé nous donner peut-être à la fin du mois toutes les facturettes, le montant total. Donc, on a un déséquilibre entre ce qu'on a sorti. On peut avoir un redressement fiscal. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas en adéquation tout ça, puisque ce n'est pas fait pour faire le transport simultané. On a des enfants qu'on transporte. L'enfant ne peut pas signer. Comment on fait? On sort la facturette à l'arrivée. Au retour, il faut emmener pour les parents pour qu'ils puissent signer. C'est pas possible. Donc, on nous dit que les chauffeurs, lorsqu'on est tout seul dans son taxi, on peut avoir une organisation. Mais lorsqu'on a plusieurs chauffeurs, un chauffeur qui dépose un malade, il faut qu'il fasse signer. Celui qui revient après, la secrétaire, c'est matériellement impossible. Mais en plus, c'est même pas que c'est impossible. Mais après, c'est une désorganisation totale. On vous dit qu'il faut conserver. On vous dit que parce que la durée de la facturette, ça a une durée de vie. Ça s'efface. Un peu comme les cartes bancaires. C'est de long thermique. Donc, au bout d'un temps, ça s'efface. On a beau chercher comment on va faire, on ne trouve pas. On ne trouve pas comment on va faire. On ne peut pas comprendre comment on va faire. Parce que ce n'est pas réalisable. Quelque chose qui est réalisable, on le fait. Mais lorsque ce n'est pas réalisable, on ne peut pas le faire. Donc, vous êtes le rendez-vous avec la Sécu, c'est quand? Bah c'est la semaine prochaine, là. C'est bientôt, on ne va pas trop... Début mars, puisqu'on a une épée de Damoclès sous notre tête que l'application c'est au 1er avril. Alors, je ne sais pas si c'est un gros poisson d'avril, hein, mais 1er avril. Oui, d'accord. Donc... C'est impossible. Je vais continuer... dire un petit peu ce que M. Lurel dit, c'est impossible. On ne peut pas, c'est au 1er avril, et puis on nous demande aussi à mettre sur cette facturette, pardon, le numéro de sécu, le nom de la personne. À la base, nos tickets qu'on sort là, quand un client nous paye, il réclame un ticket, n'ont pas toutes ces informations-là. Là, il faut aller plus haut, il faut aussi voir avec un logiciel. Et là, ce n'est pas de notre ressort. On demande aussi aux personnes là qui posent les compteurs, ils ne peuvent pas le faire, ce n'est pas possible. Là, on se trouve en fait payé et main liées. Comment on peut mettre en pratique quelque chose qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas mettre en pratique quelque chose qu'eux-mêmes ne peuvent pas nous donner la solution. Mais les transports en série, et puis à chaque... C'est problématique. Alors, bien sûr, maintenant, l'évolution, chez moi, on a ce qu'on appelle des PDA. Les gens peuvent signer sur le téléphone, mais tout le monde ne l'a pas. D'accord? Mais c'est frais en plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui installent les compteurs dans les voitures, on les a interrogés. Ils nous ont dit, c'est impossible. Donc, alors, je pense quand même que le directeur est à l'écoute. Parce que notre syndicat est quand même, depuis début janvier, on a repris le syndicat d'un ex-collègue qui est parti à la retraite. Et on lui a demandé, puisque j'étais absent, mon premier vice-président lui a demandé un report. Et bon, ça a été accepté, puisque apparemment c'est le 1er avril. Donc je pense que le directeur est à l'écoute et avec les arguments qu'on va lui emmener, lui faire toucher du doigt qu'il y a une grosse problématique, je pense qu'il va être à l'écoute et j'espère qu'on va trouver une solution dans l'intérêt de tout le monde, des taximans, des patients transportés et dans l'intérêt de la Caisse générale de sécurité sociale, puisque quand même on est lié à travers elle avec une convention de tiers payant. Alors, en dehors de ce problème particulier de facturette, comment est la profession de taximan aujourd'hui en Guadeloupe? Au prix de l'essence, enfin, etc. Comment ça se passe? C'est un beau métier. Ah, c'est un beau métier? Ah oui, c'est un très beau métier. Être taxi, c'est un très beau métier. Moi, j'aime beaucoup. Combien d'années vous faites ça, madame? Je suis jeune chauffeur en taxi, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, mais j'aime beaucoup mon métier puisque j'ai la liberté. Je suis mon propre patron, je gère ma vie comme je veux. Et c'est vrai que c'est très cher. Vous êtes basé en termes de... Moi, je suis moule Sainte-Anne. À Sainte-Anne? Parce que quand on cherche un taxi à Pointe-à-Pitre, on ne trouve pas toujours facilement. On ne trouve pas, il y en a. Il faut appeler, il faut appeler à la montre. Supermarché, on en voit, mais pas systématiquement. À l'aéroport aussi, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être même trop à la fois. Il faut se dire que beaucoup font aussi le taxi conventionné. Du coup, ils ne sont pas disponibles s'il faut. Mais nous avons aussi un réseau. Nous avons un réseau où on se passe aussi les courses. Et puis là, ça fonctionne comme ça.
Il y a un numéro de téléphone où on peut avoir un taxi facilement. Il y a plusieurs numéros de téléphone, mais on n'a pas encore de centrale. C'est ça, pas de centrale, c'est des numéros personnels. Voilà, on a un groupe, comme ça se fait maintenant, c'est les réseaux sociaux. On a des groupes WhatsApp et comme ça, on se passe le mot et les clients, ils sont des fois satisfaits comme ça. Mais le gros problème, c'est le conventionnement où ils ne trouvent pas de taxi. Ils ne trouvent pas de taxi. Et des fois, la population nous en veut. Pourquoi? Parce qu'ils disent... C'est pas possible, j'ai déjà appelé 10 fois, j'ai déjà appelé 10 transporteurs, j'arrive pas. Je lui dis oui, mais c'est pas nous, c'est pas de notre faute, on ne peut pas. Quel est le prix moyen d'une course maintenant? Oh là là. Tu sais, le forfait, c'est combien encore? Oui, c'est 7,30. Pour pouvoir, vous prenez le taxi là, vous êtes à Jarry, je vous dépose aux Eaux Claires, vous devez me payer mes 7,30 €. Et si je vais à la Sainte-Anne? Si vous devez aller à Sainte-Anne, je mets mon compteur. Je n'ai pas encore demandé Bastère, on demande Sainte-Anne d'abord. Je mets mon compteur, je dirais que je mettrai mon compteur et à ce moment-là, vous allez peut-être payer, je ne sais pas, il ne faut pas que je dise des bêtises, peut-être 60 €. 60 €? Ouais. Il faut pour aller jusqu'à Baïf. Mais alors, tout ça, c'est le compteur. Hein. Pour être franc et honnête, nous fonctionnons d'une autre manière. Moi, je ne peux même pas te dire à peu près combien le montant, puisque nous, on ne fait que du conventionné. Oui, d'accord. Donc, on fait signer sur le PDA, d'accord? Et c'est le secrétariat qui fait. Donc, je ne peux pas à peu près dans les 100 et les poussières. Mais ça aussi, c'est la journée. Oui. Si c'est la nuit, c'est un peu plus cher. Mais si je peux me permettre, les taxis, à l'époque, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais aujourd'hui, lorsque tu t'arrivais à 3 h du matin pour aller chercher un dialysé, par exemple à Déé, et pour l'emmener au Cosier, je peux te dire qu'à 9 h du matin, tu as plus les yeux en face, comme on dit, des trous. D'accord? Et pour voir que ces gens-là continuent à travailler, d'accord? Et même voir 22 h. Je ne sais pas, mais on ne devient pas riche un taxi. Mais il faut aimer ça. Et les véhicules, quand même, ce sont des véhicules quand même toujours propres. Non, il faut, peut-être qu'on va mettre ça sur pied, qu'on honore nos anciens, avant qu'ils s'en aillent, voir ce qu'on peut faire pour les honorer, parce qu'ils font un travail formidable et un travail risqué. Lorsque le père Niçoise me disait, enfin je dis le père Niçoise parce qu'il a un certain âge, tu peux te retrouver dans des situations compliquées avec des gens que tu embarques dans ta voiture et tu ne sais pas ce dont ils sont capables. Donc aujourd'hui, il y en a qui se sont professionnalisés dans le transport de malades, d'accord? Mais c'est un bien, parce qu'au niveau du transport sanitaire, les ambulances, je veux dire que ça se complète. Ça se complète. Même là, on voit que les TPMR sont en difficulté aussi. D'accord? Donc, je pense qu'avec les arguments, le directeur sera à l'écoute. Parce que par la suite, on est en train de prendre contact aussi avec le préfet pour lui dire ce qu'on envisage de faire et ce qu'on aimerait aussi voir avec lui. Parce que notre tutelle, c'est quand même la préfecture. Puisque ce sont quand même des professions réglementées, avec des tarifs réglementés. Donc les choses ne sont pas faites comme ça, quoi. Bien, mais ce qu'on souhaite, c'est que le 1er avril, ce soit pour un poisson et que le 2, vous venez nous expliquer ce qui s'est passé. Si ça aboutit, ça aboutit. Ça va aboutir. On y croit. Nous avons quand même un directeur de la sécurité sociale qui est ouvert à la discussion. Il répond quand même au message. Alors on y croit. On croit qu'il y aura quelque chose au bout. Il a une réactivité, puisqu'il a répondu à mon premier vice-président, parce que je n'étais pas là. Là, il nous dit, j'ai répondu. Je pense qu'il est sensible. C'est bon signe. C'est bon signe. Donc, que ce soit bon. Enfin, on ne va même pas dire, on ne va pas émettre que ce ne soit pas bon, ce sera bon. Ça va aller. Ça va aller. Et on viendra dire les bonnes nouvelles avec toi une fois le lendemain. Volontiers. En tout cas, on vous remercie d'être venu. 13h50, rapidement, le focus du jour. Je ne pouvais pas le lire, donc on est obligé de le passer. C'est sur l'hommage à Sonny Rupert. Sonny Rupert, c'est un grand poète guadeloupéen, bien sûr, poète de langue française, mais aussi créole, beaucoup. Il est né à Pointe-à-Pitre en 1940. Il est mort le 25 février. Et donc, c'était hier
l'anniversaire de son décès, il est mort en 1991. Il a beaucoup écrit, notamment un poème intitulé Les Dameurs. Il s'illustra pendant les Jeux floraux de la Guadeloupe, obtenant plusieurs prix entre 57 et 66. Il a été pendant une période en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, il a quitté la Guadeloupe pour l'Algérie. Il a enseigné là-bas. Après l'indépendance de l'Algérie, 167 qu'il est revenu en Guadeloupe alors qu'il était dans une espèce de véritable clandestinité jusqu'en 71. Et après, il a été réintégré dans l'éducation, puisqu'il a été professeur il a été professeur au lycée de Capesterre-Belle-Eau. Il est rentré en Guadeloupe un petit peu, comme on dit, en Bafeuille. Il est resté de 71 à 91 comme ça. Il a participé à la création des syndicats qu'on connaît, l'UTA, l'UPG, mais aussi le SPEC, puisqu'il était enseignant. Et en 78, il est l'un des porte-parole de l'UPLG, ou rédacteur du journal L'Indépendance, du journal aussi Jakarta. Et donc, il a fait un poème un recueil de poèmes que tout le monde connaît, Grand Parade des Ticou Bâton. Dedans, il y a ce poème fait pour Swinski, Chien varé moins, Chien foré moins. Tout le monde connaît ce poème aujourd'hui. C'était donc hier l'anniversaire de sa mort. Et le proverbe du jour, tiré du livre de Benzo, c'est Rébitan la loin, nomme là ça, c'est un coin-coin. Alors, un coin-coin, c'est un monde qui a fouillé dans tout le bitin. Et là, il dit, au fait, c'est un coin-coin. Oui, un coin-coin même. Se cache bien tes affaires parce que cet homme, il fout son nez partout. C'est peut-être pour les femmes qu'on dit ça, je ne sais pas. Alors, on va savoir s'il faut un coup sur un coin-coin. Donc, on va pas dire rien. Bon, en tout cas, merci d'être venu. 13h52, on fait un retour rapide sur l'actualité avec Iman News. Retour sur l'actualité, nous avons parlé de l'incendie de la rue Raspail, donc où 7 habitations ont été impactées, notamment le local de 50-50. On a parlé au niveau du salon d'agriculture avec monsieur Célin, donc président de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe, du pavillon de Guadeloupe, qui est donc à l'honneur sur Paris. On a eu avec la CNBT la distribution de composteurs sur Goyave, donc une façon de traiter les déchets à la source. On a parlé aussi de la première édition du Caribbean Rum and Food Festival qui a lieu jusqu'à aujourd'hui au Palais des Sports du Gosier, ainsi que du lancement des mémoires paysannes de Guadeloupe avec l'association Terreau Dynamis. Voilà pour les titres. En début du ZCL, on a reçu Mme Maria Anita Hill et M. Harry Jean. Pourquoi? Parce qu'il y a le 28 à Capesterre une antenne locale de l'insertion pour les gens qui bénéficient du RSA. Il y aura toute une série de prestations qui seront fournies pour leur permettre de retrouver un emploi. C'est très important. On a reçu ensuite Achaya, la présidente de l'association des Rastaway en Guadeloupe dans le cadre du mois de l'Afrique, avec le docteur Umar Ifatunde Johnson qui font une conférence ce soir à Capesterre, à Bimaou, à la salle Gérard Loquel. Et ils vont parler effectivement du panafricanisme. Et puis on vient de terminer avec Franck Lurel et Sabrina Solvay, pas Sabrina, Sabrina Solvay, avec eux on a parlé des problèmes de la facturette, puisqu'ils sont tous deux membres de l'association syndicale des professionnels de taxi de la Guadeloupe. Et donc, la prochaine fois qu'on besoin pour un taxi, moi et Bastet, on sait qui m'a crié. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Sonny Wipper était aussi en hommage, puisque c'était hier l'anniversaire de sa mort. Il est mort en 91. Et puis, Timo Ajodelan, les coins-coinais, c'est mon cas fouillé. Ça aussi voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, il est 13h54. On salue tout le monde. On vous salue Madame Sabrina et Monsieur Franck Lurel. On vous salue Iman News aussi. Et notre réalisateur qui était là aussi, Yann, et son back-office, parler de Stéphane. À demain à la même heure, 12h30.